L'effort de pacification fut surtout pénible et souvent sanglant dans les régions qui formaient Tache, le Tadla, le Taza, le Rif, le Tafilalet. Les tâches de Taza, du Rif, de Tadla furent réduites. La tâche du Tafilalet jetée sur le prestige du protectorat, une ombre douloureuse, car le Tafilalet, pacifié dès 1917, avait été perdu en 1918. Nos soldats furent massacrés. Un agitateur religieux, dit le Nifrouten, s'y installa jusqu'au jour où son lieutenant Belkacem Ngadi l'assassina et prit sa place. Belkacem faisait lourdement peser sa tyrannie sur les habitants de l'Oasis. Voici le colonel Tarit, commandant la région d'Erfoud, qui attendait avec impatience l'heure de délivrer les victimes de Belkacem Ngadi. Un jour, enfin, le 16 janvier 1932, sur l'ordre du résident général et du commandement militaire, il ouvrit à ses soldats la porte du sud, la grande porte du Ksar qu'on nomme la porte du Tafilalet. Cependant, des confins orano-marocains, d'autres groupes composés surtout de partisans, venaient à la rencontre des troupes parties d'Erfoud. Ils progressent d'abord avec une extrême prudence. 10 d'entre eux tombent frappés par les balles des derniers dissidents. Ce sera le prix de la reprise d'un territoire qui s'étend sur plus de 300 km². Parvenus en vue du Ksar, ils sont enlevés par leurs officiers français dans une charge irrésistible qui les mène jusqu'au centre du repère de Belkacem Ngadi. La veille au soir, sentant la partie perdue, Belkacem a rassemblé ses mercenaires, puis abandonnant sa famille et ses biens, il s'est enfui vers l'ouest. À 9 h du matin, flotte sur Rissani le drapeau français et le drapeau chérifien. Au seul point de vue marocain, cette opération avait une importance considérable. Le Tafilalet est le berceau de la dynastie régnante. Là se trouvent les tombeaux des ancêtres du sultan. Depuis 14 années, aucun devoir n'avait pu être rendu à ces grands morts. On délivrait donc des milliers de familles, on libérait aussi la terre sacrée des ancêtres chérifiens. Le jour même, on décidait de poursuivre les fuyards, et à nos partisans se joignaient les propres Ksouriens de Rissani, désireux de se venger de Belkacem Ngadi. Devant le Ksar, les partisans attendent leur chef. Ils ont été conduits à la victoire par le jeune capitaine Thiabo, officier des renseignements, l'un de ceux-là qui, par leur parfaite connaissance du pays et des habitants, conquièrent mieux encore les cœurs que les places fortes. Voici le capitaine Thiabo, adjoint au colonel Tarit. Thiabo est le premier Français qui entra dans le repère de Belkacem Ngadi. Si l'on doute qu'il s'agit bien là d'une délivrance et non d'une conquête, il n'est que d'interroger les chefs de famille ou de village du Tafilalet pour être édifiés sur leurs sentiments. Notre arrivée les a délivrés d'une double angoisse quotidienne, la mort de la Palmeraie et la crainte du cruel Belkacem Ngadi. D'ailleurs, les demandes de soumission se multiplient. Elles sont reçues par le nouveau gouverneur de la région, le capitaine Henri de Bournazel, qui, venant du sud, rejoignit son camarade Thiabo pour l'assaut du Ksar. On établit aussitôt les conditions de loyale collaboration. L'interprète Rosé, à gauche, fait connaître les intentions de la France et les désirs des Ksouriens. Le représentant de la puissance protectrice parle. Je vous apporte la sécurité et la santé. Sous l'égide de votre souverain, nous veillerons sur vous et sur vos biens. Nous trouverons de l'eau pour vos palmiers et vos jardins. Nos médecins donneront leurs soins à vos enfants, à vos vieillards, à toute la population. En retour, nous vous demandons d'être les loyaux sujets de votre sultan et les amis sincères de la France. Par Allah, qui seul est grand, et par Mohammed, son prophète et aïeul de notre sultan, nous vous jurons fidélité, répondent les chefs et les notables. Les intentions de la France sont en effet bien simples. Rendre la santé à l'oasis, aux plantes comme aux gens. Le jour même de la bataille, le médecin commence à donner ses soins. La maladie endémique la plus virulente de la région est la variole. C'est donc par la vaccination des enfants que commence le travail du médecin, mais son ministère aura à s'exercer pour des maladies aussi graves, sinon aussi répandues. Le capitaine Henri de Bournazel, accompagné du nouveau caïd Moulay Mehdi Ben Rachid, cousin du sultan, son représentant et notre ami, va assister chaque jour à la résurrection de la Palmeraie. Les Ksouriens rassurés retrouvent le chemin de leur marché si longtemps abandonné. Enfin, cultivateurs, artisans et commerçants peuvent jouir en paix du fruit de leur travail. La France veille et les protège.
les confins orano-marocains et la région de Marrakech, restée 80 km de pays insoumis et à peu près inconnus. Les renseignements les plus précis que posséda l'armée étaient les photographies prises en avion et les croquis du père Charles de Foucault, qui avait sous un déguisement parcouru la région vers 1884. Encouragés par le succès du Tafilalet, goumiers et partisans partent vers les oasis de l'Ouest dans l'espoir de faire rapidement leur jonction avec les troupes de Marrakech. Ils se dirigent vers la palmeraie d'Asrir et traversent pour y arriver la ravissante oasis de Goulmima, soumise depuis bientôt 4 mois. Le camp de Goulmima est gardé par de solides rangées de barbelés, car nous sommes encore là à l'extrême limite de la dissidence. Ce matin, l'activité y est très réduite. Tous les éléments combattants, légions étrangères, chars d'assaut, aviateurs, partisans, sont campés à Tizougarine, près d'Asrir, qui doit être prise, ou plutôt nous y insistons, délivrée le 11 février 1932 à 9 h du matin. Le général Giraud, commandant les confins orano-marocains, repère les positions. Il voit la palmeraie toute proche, ses jardins et ses ksours. C'est là qu'il a décidé d'être ce matin même, vers 9 h, pour opérer sa jonction avec le commandement de la région de Marrakech. Cependant, l'aviation, ses yeux de l'armée montent une garde vigilante. À l'heure dite, les goumiers partent. Il convient de remarquer encore une fois que la progression se fait en terrain absolument découvert, alors que chaque palmier peut cacher un dissident. Nos partisans qui connaissent bien cette guerre s'élancent. Les tanks les précèdent. Observez que les monstrueuses machines avancent sans tirer. Mais elles produisent ainsi que les avions un effet moral considérable. Le drapeau blanc. Le chef de bataillon Astier de Villac, directeur du service politique des confins, y pénètre. Les agitateurs, comme à l'ordinaire, se sont enfuis. Le caïd et les notables sollicitent la manne, c'est-à-dire l'engagement réciproque de vivre en paix et confiance sous la bannière chérifienne. Le commandant Astier de Villac les conduit vers le général Giraud. Or, au moment où commencent les pourparlers, un avion atterrit où se trouve le général Katrou, commandant la région de Marrakech. Il est de l'avis unanime, à cause de ses états de service en Arabie et en Syrie, l'un des Français qui connaissent le mieux l'islam de Constantinople à Casablanca. À l'heure dite, les deux généraux font leur jonction et reçoivent ensemble le caïd et les notables de l'oasis enfin soumise. Les conditions de la manne sont précisées par l'officier des affaires indigènes et après une conversation très cordiale, l'accord est complet. Une énorme tache d'insoumission et de dissidence disparaît de la carte du Maroc. Alors commence la reddition des armes et l'on constate que les dissidents sont aussi bien armés que les réguliers. Puis on organise la cérémonie religieuse appelée Ta'agiba, qui marque tout ensemble les regrets des Ksouriens pour leur longue insoumission et leur ferme propos d'être de braves et fidèles alliés. Pendant cette préparation, notre appareil de prise de vue excite fort la curiosité des Ksouriens. Avant que la Targhiba ne commence, nous prions les spectateurs amis des animaux de nous excuser.
nous allons faire passer sous leurs yeux un spectacle qui leur sera très pénible. La Targuiba vient de coutume vieille comme le monde. Celle que nous avons enregistrée au matin du 11 février 1932 est d'une si grande importance historique qu'il serait impardonnable de ne pas l'évoquer telle qu'elle fut. Et d'ailleurs, le sang de ces innocentes bêtes ne coule-t-il pas pour attester qu'il ne coulera plus dans ces mêmes lieux de sang humain? Après le sacrifice, l'interprète du caïd renouvelle au capitaine Gaulis, officier des renseignements, ses sentiments de fidélité à son sultan et à la France. Demain, ces hommes combattront près des nôtres pour réduire d'autres dissidences. Demain, les malades seront entre les mains de nos médecins. Des semences seront distribuées aux cultivateurs. La France commencera son apostolat.